discours. Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Je serai la seule candidate communiste dans cette élection présidentielle. Alors que tous les autres candidats s'exprimeront au nom de la France, de la République, et qu'ils feront de grandes envolées sur la liberté, l'égalité, la fraternité, je me placerai du point de vue des travailleurs et dans la perspective du communisme. Dans une société où presque tout se vend et s'achète, pour être réellement libre, il faut être riche. Quelle est l'égalité, la justice, quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que d'autres brassent des milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation? Quelle est la place de la fraternité dans ce système capitaliste où seul compte la rentabilité et le profit? Nous sommes au XXIe siècle, plus de 200 ans après la Révolution française. Mais il règne toujours le droit du plus fort, le pouvoir absolu et l'arbitraire des plus riches. Les capitalistes ont le droit de vie ou de mort sur les entreprises. Ils ont dans leurs mains l'avenir de centaines, de milliers de travailleurs. Ils décident souverainement de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils ne produisent pas. Que l'on fabrique des médicaments, de l'électricité, des yachts de luxe, des armes, ce qui compte avant tout, c'est la rentabilité. Vendre leur entreprise, délocaliser ou retirer leurs capitaux est leur droit le plus strict. Ils peuvent choisir de jouer leurs capitaux en bourse, de spéculer sur l'immobilier, sur les dettes des États, sur le prix du riz, du maïs ou du blé, même si les hausses de prix que cela entraîne poussent des milliers d'êtres humains vers la famine. L'économie capitaliste n'est pas seulement injuste et inégalitaire, c'est aussi une économie stupide, absurde, où certains se tuent au travail pendant que d'autres sont condamnés au chômage et à la misère, où l'activité économique est laissée au hasard du marché, de la concurrence et de la loi du profit. Et puisque le plus rentable aujourd'hui est de ne rien produire du tout, c'est la spéculation qui absorbe tous les profits et qui finit par étouffer toute l'économie. L'économie capitaliste est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Alors que l'humanité progresse dans bien des domaines, que la science avance et permet une maîtrise croissante de la nature, nous sommes désarmés face aux conséquences de notre propre activité économique. Et les soubresauts de l'économie font plus de ravages qu'un tsunami ou qu'un tremblement de terre. Eh bien non, cette société capitaliste ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Et si nous nous adressons avant tout aux travailleurs, et si nous voulons représenter leurs intérêts matériels et politiques, ce n'est pas seulement parce que nous sommes du côté des opprimés et des plus pauvres. C'est aussi parce que nous militons pour le remplacement du capitalisme par une autre organisation sociale. Et la classe ouvrière a non seulement intérêt à cette transformation, mais c'est aussi la seule classe sociale qui a la force pour y parvenir. La classe ouvrière, seule, est capable d'enlever aux banques et aux groupes capitalistes le pouvoir qu'ils ont sur l'économie et qu'ils conduisent à la ruine. Elle est la seule
capable de faire naître une société sans exploitation, sans domination de classe, où la production sera organisée démocratiquement pour satisfaire les besoins de tous. Oui, nous plaçons notre confiance et notre foi dans l'avenir, dans cette classe sociale des travailleurs dont Karl Marx, le premier, avait dit qu'elle n'avait à perdre que ses chaînes et un monde à gagner. J'ai l'habitude de dire que je mets mes pas dans ceux d'Arlette Laguiller. Mais Arlette Laguiller elle-même suivait le chemin tracé par des générations de femmes et d'hommes qui ont consacré leur vie à l'émancipation sociale. La tradition communiste est presque aussi ancienne que le mouvement ouvrier lui-même. Et elle a derrière elle les espoirs, les combats, les succès et les défaites de générations successives d'exploités qui refusaient le talon de fer du grand capital. Le courant communiste a connu des hauts et des bas. Il a été incarné par les premiers socialistes, puis par les communistes. Les militants de ces partis ne se contentaient pas de voter pour leurs candidats aux élections. Ils avaient un idéal, ils aspiraient à la révolution sociale. Ils représentaient alors une fraction de la classe ouvrière qui était fière d'être à l'avant-garde des combats qui faisaient progresser toute la société. Cette perspective d'une société égalitaire animait des dizaines de milliers de militants, même lorsque les dirigeants de leur parti s'éloignaient de ces idéaux avant de les trahir. Aujourd'hui, le courant communiste est au creux de la vague. Mais la crise actuelle bouleverse la vie de nombreux travailleurs. L'injustice des licenciements et des fermetures d'entreprises, la rapacité du grand patronat écœure et révolte. La crise ébranle les consciences. Eh bien, à tout cela, il faut montrer que l'aspiration à changer la société de fond en comble est bel et bien vivante. La crise que nous vivons est souvent comparée à la crise mondiale de 1929. Mais il a fallu attendre 1934 aux États-Unis, 1936 en Espagne et en France, pour que les travailleurs trouvent le chemin des luttes et de la grève générale. Il a fallu des années pour que les travailleurs passent de la résignation, du désespoir impuissant, voire réactionnaire, à l'espoir d'inverser le cours des choses. Aujourd'hui, la matière explosive s'accumule dans la classe ouvrière. Le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra, tôt ou tard. Alors c'est à nous de maintenir l'espoir révolutionnaire et de le faire entendre, y compris dans cette élection. Les journalistes me demandent souvent, sur un air de reproche, mais c'était pareil avec Arlette Laguiller, mais puisque vous pensez que l'on ne peut pas changer les choses par les élections et qu'il faut une révolution, alors pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Eh bien, pourquoi pas? Les élections servent d'abord et avant tout à s'exprimer. Et pourquoi faudrait-il que nous taisions? Des générations de travailleurs se sont battus. Des générations de travailleurs se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer et de voter. Et bien des peuples se battent aujourd'hui pour conquérir ce droit en Égypte, en Syrie, au Sénégal. Alors nous, ce droit, nous l'avons. Eh bien nous devons nous en servir, y compris pour dire que les élections ne changeront rien à la vie des travailleurs, que ce qui peut changer, c'est que les exploités inversent leur rapport de force.
La lutte de classe n'est pas une invention des communistes révolutionnaires. La lutte de classe est menée au quotidien par le grand patronat. Elle est vécue par les millions de travailleurs dans leur chair. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires oubliées sur les fiches de paye, les horaires de travail qui sont toujours plus dingues. Ce sont les intérimaires et les stagiaires qui sont renvoyés du jour au lendemain et leur boulot qui retombe sur ceux qui restent. C'est en cumulant des salaires de misère et 1001 humiliations quotidiennes que le patronat de la Brinks et de Securitas ont poussé les agents de sûreté des aéroports à faire grève à Noël. C'est en cherchant à diminuer les salaires des ouvriers de 25% que le patron des fonderies du Poitou ont déclenché une grève de 2 mois à l'automne. À l'échelle du pays, il y aura aussi le coup de trop qui mettra le feu aux poudres. Le patronat s'y emploie. Derrière chaque fermeture d'entreprise, chaque licenciement, il y a la rapacité patronale. Pour le Jabi, Petroplus, Continental, Merck, pour toutes les grandes banques, parce qu'aujourd'hui toutes les grandes banques licencient. Eh bien pour tous, il y a d'abord et avant tout la volonté de garantir les profits, d'assurer aux actionnaires leurs dividendes avec les emplois et les salaires des travailleurs. Et derrière la décision du groupe Peugeot-Citroën de supprimer 6 000 emplois et de fermer 2 usines en France, dont celle d'Aulnay-sous-Bois, il y a l'appétit illimité des grands actionnaires. Pendant que le chômage et la misère explosaient sur ces 3 années de crise, avec 1 million de chômeurs supplémentaires et 1000 chômeurs supplémentaires chaque jour, les dividendes des actionnaires ont été préservés, ils ont été garantis, et même mieux pour les actionnaires du CAC 40, puisqu'ils ont augmenté de 31%. Pendant que les salaires stagnaient et que le pouvoir d'achat dégringolait pour les travailleurs, la rémunération des grands patrons, elle, a augmenté de 34%. Alors, on nous dit que c'est la crise. Personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort indemne et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça, c'est le résultat de la lutte de classe. Alors oui, le patronat mène la lutte de classe. Eh bien, il faut que les travailleurs ne se laissent pas le faire et qu'ils rendent coup pour coup. Hollande et Sarkozy viennent de se succéder à la télévision. C'est Hollande qui a ouvert le bal et on l'a vu sous toutes les coutures. Hollande avant son régime, après son régime. Hollande avec de l'humour, Hollande avec le ton grave. Enfin, de la grande politique. Eh bien, de tout ce cinéma, les travailleurs n'ont pas grand-chose à retenir. Hollande n'a rien à opposer aux fermetures d'usines, rien à opposer aux licenciements, rien à dire aux travailleurs menacés d'être mis sur le carreau. Il n'en a même pas parlé. Hollande ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade du niveau de vie des classes populaires. Que ce soit sur les retraites, sur la promesse des contrats de génération ou sur la création des emplois dans l'éducation, Hollande s'en tient au strict minimum, tout en expliquant que ces maigres mesures sont en plus conditionnées à la croissance. Hollande promet de taxer un peu plus les riches, avec notamment une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu à 45%. Mais sous le gouvernement Raffarin, en 2005, ce taux était de 48% et de 60% sous Giscard. Quant à l'impôt sur les bénéfices,
Hollande dit vouloir le monter à 35% pour les grandes sociétés. Mais il était de 50% sous Giscard encore. Alors faut-il en déduire que Giscard était plus à gauche que Hollande ? Hollande aime les gens, a-t-il dit dans son intervention. Mais c'est d'un amour qui ne se laisse pas emporter par la passion. Et un amour sans engagement. Alors, si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Nicolas Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance en François Hollande. Dimanche dernier, c'était au tour du futur candidat Sarkozy. L'approche de l'élection et son bas niveau dans les sondages l'ont suffisamment inquiété pour qu'il réquisitionne 8 chaînes de télévision pendant plus d'1 heure, histoire que personne ne puisse le rater. 16 millions de téléspectateurs, estime-t-on. Ce que les chiffres ne précisent pas, c'est le nombre de ceux qui se sont endormis devant la télévision devant ce numéro aussi attendu. À l'inverse de Hollande, Sarkozy a parlé des licenciements et des fermetures d'entreprises. Mais s'il en a parlé, c'était pour annoncer des mauvais coups contre les travailleurs. Sarkozy a été pendant 1 heure à l'image de tout son quinquennat, le représentant cynique des intérêts des plus riches, du grand patronat et des banquiers. Et il a tenu à leur faire l'ultime cadeau d'une exonération supplémentaire de cotisations sociales. Ce cadeau au patronat de 13 milliards sera une fois de plus payé par les travailleurs avec l'augmentation de la TVA. Ainsi, tout en volant aux salariés une fraction de leur salaire, parce que les cotisations patronales sont du salaire différé, on diminue encore le pouvoir d'achat en augmentant la TVA, c'est-à-dire l'impôt le plus injuste qui soit. Et la TVA a d'ailleurs déjà augmenté, avec le passage du taux intermédiaire de 5,5% à 7%, que l'on paye d'ailleurs tous depuis le 1er janvier, sur la restauration, sur les travaux, sur le transport. Pendant 1 heure, Sarkozy s'est échiné à démontrer tous les bienfaits de cette nouvelle TVA, censée donner plus de compétitivité, moins d'importations et plus d'emplois. Mais il se moque du monde. Cela fait plus de 30 ans que les exonérations de charges se multiplient, au point qu'elles atteignent aujourd'hui 30 milliards d'euros. Et il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Une mesure peut-être encore plus anti-ouvrière est celle concernant les accords de compétitivité. Sarkozy veut donner la possibilité aux patrons de baisser le temps de travail et surtout les salaires, selon les aléas de l'économie. Que les patrons, confrontés à une chute de l'activité, baissent le temps de travail de chacun pour garder les emplois de tous, ce ne sont pas les travailleurs qui s'en plaindront. Mais les salaires de tous doivent être garantis à 100%. On ne peut pas accepter de perdre 200, 300 € sur sa fiche de paye alors que les salaires sont déjà insuffisants. Si les patrons veulent réduire le coût de leurs produits, eh bien qu'ils diminuent la part consacrée aux actionnaires sous forme de dividendes, mais pas les salaires. C'est le patronat qui doit assumer les hauts et les bas de sa propre économie. Dans son discours du Bourget, Hollande s'en est pris à la finance, et cela, apparaît-il,
beaucoup soulagé les autres dirigeants socialistes qui pouvaient craindre que Sarkozy ne double Hollande sur sa gauche, en faisant à peu près le même numéro. Parce qu'il faut dire que Sarkozy l'a déjà fait. En septembre 2008, dans son premier discours de Toulon, Sarkozy avait déclaré qu'il allait moraliser la finance, remettre les marchés financiers à leur place et même refonder le capitalisme. De ce discours, il était ressorti une vague dénonciation des paradis fiscaux, la promesse d'encadrer les bonus et les stocks options et la nécessité pour les banques de sécuriser un peu leur capital. Enfin, rien de quoi empêcher la spéculation qui continue bel et bien. Et qu'est-ce que Hollande propose avec 3 ans de décalage? Eh bien, les mêmes mesurettes. À ceci près qu'il fait de la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires la pierre angulaire de la lutte contre la spéculation. Mais la France a connu cette séparation pendant 40 ans. Les États-Unis l'ont connue pendant 70 ans. Et cela n'a rien empêché. Et faire croire que l'on pourrait ainsi protéger l'économie réelle de la spéculation est un mensonge grossier. Quant à la taxe Tobin, la taxation des transactions financières que Hollande comme Sarkozy reprennent en cœur, c'est un prélèvement qui est ridiculement bas. Le gouvernement hésite d'ailleurs sur le nombre de zéros à mettre derrière la virgule. Pour ne pas être trop douloureuse aux riches, faut-il une taxe de 0,1% ou de 0,01%? Eh bien, leur lâcheté devant les puissants est écœurante. Tous ces dirigeants ne font pas autant de manières quand il s'agit d'augmenter la TVA, le gaz, le train, la CSG ou les sodas. En achetant notre baguette de pain, on paye 5,5% de TVA, 7% sur notre sandwich et sur la majorité de nos transactions quotidiennes, nous payons 19,6%. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0, quelque chose sur des transactions qui leur rapportent des millions et qui en plus nuisent à toute la société. Et ils nous disent qu'ils partent en guerre contre les marchés financiers. Non, partir en guerre contre les spéculateurs, c'est avoir l'objectif d'exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat, fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner sous le contrôle de la population. Les banquiers ont une responsabilité écrasante dans la crise que nous vivons et tout le monde le reconnaît. Mais qui prévoit de les sanctionner, de les traîner devant les tribunaux? Personne. Au contraire, les banquiers ont été sauvés et ils ont même été inondés de milliards d'argent public. Et ce, dans tous les pays, et que les gouvernements soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Tous les États leur ont fait des chèques en blanc. Et ironie de l'histoire, avec l'aggravation des dettes publiques, les dirigeants des États ont même élargi le champ de la spéculation à la dette des États. Et aujourd'hui encore, alors que les banquiers continuent de spéculer, les États leur mettent des milliards à leur disposition. C'est passé inaperçu, mais le Père Noël a été très généreux pour les banquiers européens, puisque la Banque centrale européenne leur a ouvert du crédit illimité au taux de 1%
sur 3 ans. Et ils se sont servis, les banquiers, pour 500 milliards. Avec cet argent qu'ils ont obtenu pour rien, ils reprêtent aujourd'hui aux États, mais à 3, 4, 5%, voire plus encore. Alors voilà comment les banquiers gagnent le beurre et l'argent du beurre. Chaque année, l'État français verse près de 50 milliards en intérêts aux banquiers, autant que ce qui est dépensé pour scolariser 12 millions de jeunes. C'est du racket organisé. Mais aucun de nos vaillants combattants contre la finance que sont Sarkozy et Hollande n'y trouve rien à redire. Non, pour les deux, il faut payer la dette de l'État. Alors oui, la dette a explosé, mais aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Cet argent n'a pas servi aux retraites, ni aux hôpitaux, ni à l'éducation, ni aux salaires. Il a servi à faire de l'assistanat à grande échelle pour les banquiers et pour les industriels. Les grandes entreprises ont été aidées à coups de milliards. Les dividendes des actionnaires ont été garantis par des subventions diverses et variées de l'État. Et les plus fortunés ont été protégés par le bouclier fiscal. Alors cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. Ce sont les plus riches et les banquiers qui en sont redevables. Sarkozy veut faire payer cette dette à toute la population, mais Hollande aussi. Et ce n'est pas parce qu'il enrobe ça dans le mot « justice » que cela en deviendra plus juste. Alors nous sommes prévenus. Si Hollande est élu, les sacrifices continueront et les coups, au lieu de venir de la droite, eh bien, ils viendront de la gauche. On nous balade d'élection en élection en faisant croire qu'on peut changer notre sort en changeant tout simplement le futur locataire de l'Élysée. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie? Et combien parmi eux se sont sentis trahis parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et en glorifiant la bourse? Combien se sont raccrochés à la gauche plurielle de Jospin en se disant que ce serait moins pire? Et combien parmi eux ont été déçus et déboussolés parce qu'il a plus privatisé que les gouvernements Juppé et Balladur réunis? Alors, les travailleurs et les plus pauvres ont appris à leurs dépens que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux, que l'alternance entre la gauche et la droite n'est qu'une duperie. Certains, et c'est la grande majorité, se disent que cela ne sert plus à rien d'aller voter. Mais ça ne fait pas une politique. Et parmi les plus amers et les plus désorientés, il y en a même qui seraient tentés par le Front national. On les a tous essayés, sauf elle, disent-ils. Mais ils se trompent, parce qu'avec Sarkozy au pouvoir, on l'a eu, la politique de la droite extrême. Le Pen n'est pas au gouvernement, mais avec Guéant et Sarkozy, une partie de sa politique y est déjà. Croire que l'on peut rejeter tous les hommes politiques en votant pour le Front national, c'est se tromper lourdement. Marine Le Pen veut, comme les autres, aller à la mangeoire. Elle pense avoir trouvé un créneau porteur, un créneau abject, qui s'appuie sur les préjugés racistes et nationalistes pour se faire une place dans le système. Mais elle est comme les autres, elle veut sa place au soleil. L'extrême droite, associée au pouvoir, ce serait la classe ouvrière mise au pas. Parce que les travailleurs, Marine Le Pen les aime,
comme le patronat les aime, c'est-à-dire avec le doigt sur la couture du pantalon. Elle s'adresse aux travailleurs résignés et désespérés. Mais quand les travailleurs se battent et font grève, elle est la première à hurler avec les loups. Voter Le Pen signifie rejoindre, ne fût-ce que par le bulletin de vote, la cohorte des nostalgiques des guerres coloniales, les calotins en tout genre, les ennemis les plus avérés de la classe ouvrière, ceux qui tirent la société en arrière. Pour des travailleurs conscients, il ne peut pas en être question. Je serai peut-être la seule à le dire, alors je ne m'en priverai pas. Notre avenir à nous, le monde du travail, n'est pas au fond des urnes. Quel que soit le futur élu, nous devons nous préparer à nous défendre, à nous battre pour imposer nos intérêts vitaux. La bourgeoisie, pour assurer sa domination, est prête à démolir les conditions d'existence des exploités et à pousser la société vers la décomposition. Parce que la crise, les fermetures d'entreprises, l'accroissement du chômage, ce n'est pas seulement pousser les travailleurs vers la misère, c'est aussi un facteur de décomposition sociale. Le chacun pour soi, les incivilités, l'insécurité, l'augmentation de la criminalité ne tombent pas du ciel. Et ce ne sont pas les conséquences de la présence des immigrés dans le pays, comme le racontent les imbéciles réactionnaires, qui ne sont pas seulement à l'extrême droite, mais aussi à droite, au gouvernement, et même parfois à gauche. Non, tout cela, ce sont les conséquences du chômage. Les dirigeants politiques et les experts de l'information nous baladent avec de faux débats. Ils discutent doctement du problème de la gouvernance de l'Europe, alors que le problème, c'est la gouvernance des banquiers. Ils discutent de sortir ou pas de l'euro, comme si cela changerait quelque chose sur la fiche de paye. Ils nous amusent aussi, de l'extrême droite à la gauche, avec la démondialisation, le protectionnisme et le produire français. Mais c'est une stupidité sans nom. On va produire français avec le pétrole français, avec les machines-outils françaises. Les entreprises elles-mêmes sont détenues par les capitalistes du monde entier. Et aujourd'hui, en France, 1 salarié sur 4 travaille pour l'exportation. La circulation des marchandises, des technologies, des capitaux et des hommes, c'est la circulation sanguine de l'économie. Et si elle s'arrête, il n'y a plus de vie économique. Et puis, il y a ceux qui font croire que l'on peut réguler le capitalisme. Mais depuis près de 2 siècles que le capitalisme a commencé à dominer le monde, il y a toujours eu des crises. Et les crises se succèdent et sont de plus en plus graves. Et depuis 4 ans que la crise a éclaté, il n'en a pas manqué des experts économiques, mais ils ont tous fait la preuve de leur impuissance. Et comment pourrait-il en être autrement? Le capitalisme, c'est la compétition permanente, c'est la guerre commerciale et à certains moments, c'est la guerre tout court. Alors la crise et la spéculation sont dans les gènes même du capitalisme. Alors, sauf à supprimer le capitalisme, on ne peut pas empêcher les crises. Ce qui est commun à toutes ces discussions sur le protectionnisme, l'euro ou la mondialisation, c'est qu'elles se placent toutes du point de vue des affaires de la bourgeoisie. Jamais
il n'est question de remettre en cause le pouvoir des possédants sur l'économie, jamais de remettre en cause le capitalisme. De l'extrême droite à la gauche, tous les dirigeants politiques servent la soupe à la bourgeoisie. Alors, les travailleurs n'ont pas à se mêler de toutes ces discussions. Ce sont les affaires de la bourgeoisie, pas les nôtres. Et nous avons, nous, travailleurs, à discuter de comment défendre et sauver notre peau. Nous avons à nous concentrer sur nos objectifs vitaux. Mettre fin au chômage. Et pour cela, il faut imposer au grand patronat l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Il faut aussi imposer à l'État l'embauche dans les services publics utiles à toute la population. Il faut combattre aussi les bas salaires en imposant l'augmentation de tous les salaires et de toutes les pensions de retraite et imposer de garantir ce pouvoir d'achat par l'indexation automatique des salaires sur le coût de la vie et sur le coût de la vie mesuré par les représentants de la population. Et puis il faut imposer le contrôle de la population travailleuse sur les entreprises industrielles et bancaires. Les travailleurs ont le droit moral de se défendre, de défendre leur emploi et leur salaire. Et c'est même plus qu'un droit, c'est un devoir à l'égard de l'ensemble de la vie sociale. La poignée de grands bourgeois, de spéculateurs peuvent disparaître, la société continuera de tourner et elle ne s'en portera même que mieux. Mais les travailleurs, eux, sont la seule classe productive de la société. Ils sont indispensables. Mais pour défendre les intérêts des travailleurs et pour imposer les objectifs que je viens d'indiquer, il faut être prêt à marcher sur les pieds de la bourgeoisie. Il faut être prêt à transgresser le sacro-saint droit de propriété des bourgeois. Pour faire respecter le droit à la vie des exploités, il faut s'attaquer au grand capital, il faut être communiste révolutionnaire. Voilà pourquoi je serai la seule dans cette élection à défendre le programme de lutte que je vais vous développer. Le premier objectif, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Dès que les commandes et l'activité diminuent du fait de la crise, et dès même que le patronat anticipe une petite baisse de production, il renvoie les intérimaires, les CDD, il supprime des emplois et aggrave les conditions de travail pour ceux qui restent. Le patronat maintient le même niveau de rentabilité et de profit malgré la crise parce qu'il se sert des travailleurs, de leur emploi et de leur salaire pour amortir ses pertes. S'il y a moins de travail à faire, il faut forcer le patronat à répartir le travail entre les travailleurs, qu'il baisse les cadences, qu'il diminue les horaires, mais qu'il garde tous les travailleurs et qu'il garantisse les salaires. Et puis, il faut bien sûr embaucher dans les services publics.
Le gouvernement se vante d'avoir détruit 150 000 emplois dans la fonction publique, des emplois d'enseignants, des personnels hospitaliers, des postiers, des agents de l'équipement. Tout ce qui est utile à la population et qui échappe un tant soit peu au profit privé, le gouvernement veut le démolir. Par contre, faire du profit privé, y compris en vendant des choses inutiles, voire nuisibles, attire toujours les applaudissements. Regardez comment l'annonce du contrat de Dassault avec l'Inde, portant sur 126 Rafales, a été applaudie par toute la classe politique, de Le Pen jusqu'à Mélenchon. Et on va nous faire croire que ce qui est bon pour Dassault est bon pour les travailleurs français. Quant aux intérêts des 230 millions d'Indiens qui ont faim tous les jours, personne n'en parle. Dassault nous a coûté cher pour fabriquer et vendre ces engins de mort. Rien que le programme du Rafale, dont pas un n'a été jusqu'à présent vendu à l'étranger, devrait, selon la Cour des comptes, coûter aux contribuables 40 milliards. Une fraction des recettes de la TVA, prélevée sur chacun d'entre nous, chômeurs, RMistes compris, va dans la poche de Dassault. Et encore, quand je parle d'un cadeau de 40 milliards à Dassault, je suis bien en dessous de la réalité. Parce qu'il faut rajouter aussi les frais de publicité qu'ont constitué les bombardements sur la Libye pendant plusieurs semaines, qui, entre autres, ont servi de vitrine. Et j'en profite pour exprimer notre opposition à toutes les aventures guerrières de notre impérialisme, de la Libye à l'Afghanistan, en passant par la Côte d'Ivoire, et pour exprimer notre opposition au maintien des bases militaires à l'étranger, notamment dans les anciennes colonies de la France en Afrique. À bas l'impérialisme français! Autant le gouvernement dépense sans compter. Quand l'argent public atterrit dans les poches des Dassault, Lagardère, Bouygues et compagnie, autant il rechigne aux dépenses utiles à toute la population. Mais rien qu'avec les 40 milliards du Rafale, on aurait pu en faire des choses utiles, on aurait pu en construire des logements sociaux, on aurait pu en créer des emplois dans la fonction publique. Et que l'on ne nous fasse pas croire que les intérêts des travailleurs de Dassault correspondent aux intérêts du milliardaire, car les travailleurs de Dassault ont les compétences pour fabriquer bien d'autres choses que des engins de mort. Alors oui, il faudra obliger le gouvernement à consacrer de l'argent pour embaucher dans les services publics. Il suffit d'écouter le personnel hospitalier surchargé, les infirmières, les aides-soignantes incapables de prendre leurs jours de repos pour comprendre qu'il faut répartir le travail dans les hôpitaux en embauchant. Oui, il y a de quoi embaucher aussi dans les écoles, à la poste, dans les transports. Il faudrait même développer de nouveaux services publics, celui de la petite enfance, celui de la dépendance. Et il faudrait que le logement devienne un service public. Pourquoi ? Alors que l'État
supporte l'essentiel des dépenses de l'industrie privée de l'armement, il ne trouverait pas de quoi préempter les terrains et développer son propre service de construction en embauchant directement les maçons, les ingénieurs, les architectes et sans en passer par les marchands de béton et autres spécialistes de fausses factures. Voilà comment on pourrait construire le million de logements qui manquent cruellement aujourd'hui. L'intérêt des chômeurs et de toute la société se conjugue pour imposer non pas moins de personnel dans les services publics, mais plus de personnel. Quant au salaire, il faut aussi imposer, bien sûr, des augmentations de salaire, des augmentations de pensions de retraite et obtenir leur indexation sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Ces dernières années, tous les prix ont augmenté. Depuis 2005, le gaz à lui seul a augmenté de 60%. Dernièrement, le gouvernement s'est réjoui que l'augmentation au 1er janvier ne serait que de 4,5%. Mais quel est le salaire, l'allocation ou la pension de retraite qui a augmenté de 4,5%? Et à cela, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, du carburant, des produits alimentaires. C'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements des médicaments se multiplient à tel point que se soigner devient un problème pour beaucoup d'entre nous. Et il n'y a que Sarkozy pour dire que l'inflation n'est pas un problème. La plupart des patrons eux-mêmes le disent, à commencer par les patrons des péages d'autoroute qui ont justifié le relèvement de leurs tarifs par l'inflation. Dans la réalité, tous les groupes capitalistes s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent, eux, une hausse de leurs achats, ils la répercutent sur leurs prix. Et c'est facile pour eux, puisqu'ils fixent leurs prix. Ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Ils ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, il faut que les salaires, comme les retraites, le RSA, comme les allocations logement, familiales, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent et automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité l'échelle mobile des salaires. Aujourd'hui, la bourgeoisie nous dit qu'elle n'a plus d'argent, qu'augmenter les salaires, ce n'est pas possible et que le pays a un problème de compétitivité. Les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la famille, pour les retraites, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Ils versent des dizaines de millions aux grands actionnaires, millions qui seront dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Eh bien, il faut que la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans les entreprises. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise
du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, des niches fiscales. Les travailleurs ont le droit de savoir ce que l'entreprise verse en dividendes à leurs actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons rabâchent que les travailleurs coûtent cher, mais combien leur rapporte un salarié? Toute la société a intérêt à ces contrôles, car les grandes entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles volent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Eh bien, il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, et y compris les dessous de table. Il arrive quelquefois aux petits paysans, étranglés par les prix trop bas imposés par la grande distribution, de faire des actions pour montrer la différence entre le prix que les grandes chaînes leur versent et le prix auquel le consommateur achète. Ce sont des initiatives dont les travailleurs doivent s'inspirer, car les salariés ont infiniment plus de possibilités encore que les petits paysans pour procéder à ce type de contrôle. Ils sont en position pour dévoiler les petites et grandes magouilles et pour montrer le vol à grande échelle qui caractérise l'activité économique des grands groupes capitalistes. Plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique, car c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Des crimes patronaux, il y en a de toutes sortes. C'est le crime du dirigeant du groupe Servier qui a choisi de vendre le Mediator en connaissant ses dangers pour la santé. C'est celui du bandit qui était le chef de l'entreprise PIP et qui a pris le risque de mettre du silicone industriel non homologué dans les prothèses mammaires. Mais il y a aussi les criminels qui ne sont pas reconnus comme tels, mais qui ne font pas moins de victimes. Les dirigeants des grandes banques, comme des grandes entreprises, qui approvisionnent la spéculation avec leurs millions ou avec leurs milliards de trésorerie, peuvent tuer en ruinant l'économie. En levant le secret bancaire et commercial, on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs de communiquer les informations qu'ils ont. Il y a bien des salariés, des techniciens, des comptables, des ingénieurs révoltés par les agissements de leur direction, parce qu'ils savent qu'ils sont contraires aux intérêts des travailleurs, de la population ou de l'environnement. Ils sont souvent les premiers à tirer la sonnette d'alarme, simplement parce qu'ils sont aux premières loges et ils voient ce qui se passe. Alors, il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient, sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Oui, il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure serait une revendication essentielle lors d'une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Ce serait donc un premier pas pour contester le pouvoir de direction de la bourgeoisie, un premier pas pour contester la dictature du grand capital. Nous ne
doutons pas que la situation poussera tôt ou tard des millions de femmes et d'hommes dans la rue. Mais la colère et la détermination ne suffiront pas pour gagner. Il faut encore que les travailleurs sachent pour quels objectifs ils peuvent se battre, pour quelle politique. Populariser ce programme de lutte est la meilleure façon de préparer les luttes qui sont à venir. Et chose importante, dans cette lutte, nous pouvons compter sur nos frères, les travailleurs immigrés. Les politiciens de la bourgeoisie continuent de débattre entre ceux qui rejettent l'idée même d'accorder le droit de vote aux travailleurs immigrés et ceux qui sont pour le leur accorder, mais pour les seules élections municipales. Eh bien, c'est honteux. Bien sûr que tous ceux qui vivent, travaillent et se font exploiter ici devraient avoir le droit de vote et dans toutes les élections. Mais les réactionnaires de droite et de gauche qui s'opposent à cette idée et qui s'opposent à la régularisation de tous les sans-papiers ne l'emporteront pas au paradis des urnes, parce qu'en cas de grande lutte, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papier, dans la même fraternité de la lutte collective, de la lutte des travailleurs de toutes origines et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités. Dans ces luttes, la jeunesse, qui a toujours été à la pointe de la contestation, aura un rôle à jouer. Alors, dans cette campagne, je voudrais m'adresser aux jeunes, à tous ces jeunes des quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Ils savent que la vie de leurs parents n'a pas été rose, mais avec la crise et le chômage, ils se disent que ce sera pour eux encore pire. Je veux m'adresser aussi à tous les jeunes des quartiers populaires qui subissent les contrôles aux faciès, qui sont marginalisés et accusés à longueur de journée de tous les maux de la société. Aux jeunes diplômés aussi, qui rêvent peut-être d'une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue aujourd'hui au comptoir d'un McDonald's ou à une caisse de supermarché. Je dis à tous ces jeunes qu'ils ont raison d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire ou en quelques jours ce que ne gagnera jamais aucun salarié durant toute sa vie? Qu'est-ce que c'est que cette société où on trouve des milliards pour les banquiers, pour les marchands d'armes, et où on nous dit qu'il n'y en a plus pour construire des logements, plus pour les écoles, plus pour les hôpitaux? Qu'est-ce que c'est que cette société où l'argent, les profits, le luxe comptent plus que la vie humaine? Oui, cette société fonctionne à l'envers et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes conscients du combat à mener. Il faut des jeunes, des femmes et des hommes qui ne s'arrêtent pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau, différences de métier, différences parce que les uns sont au chômage alors que les autres sont encore au travail. Il faut des femmes et des hommes conscients
de partager un sort commun et de faire partie d'une seule et même classe d'exploités. Alors je dis à cette jeunesse, au lieu de l'individualisme de la société actuelle, au lieu du chacun pour soi, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli communautaire, nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. Sans même parler de la transformation de la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leurs grèves, par leurs manifestations. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Les victoires, ils les ont toutes gagnées de haute lutte. Quel que soit l'élu, il faut se préparer à de grandes luttes pour se défendre. Le chômage, les bas salaires, la perte du pouvoir d'achat ne sont pas une fatalité. On peut les combattre, à condition que l'on impose au patronat l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire, à condition que l'on s'en donne les moyens, en allant jusqu'à contrôler par nous-mêmes les comptes des entreprises. Il y a déjà une pression, implicite ou explicite, sur l'électorat de gauche pour le vote utile, c'est-à-dire le vote en faveur de Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus que Hollande apportera un changement réel votent pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance et ont encore en mémoire et sur le cœur les déceptions laissées par le Parti socialiste chaque fois qu'il a gouverné n'ont aucune raison de s'auto-censurer au premier tour en votant pour Hollande, quel que soit leur choix au second tour. Il y a dans l'électorat populaire des électeurs qui pensent que Hollande ne peut pas être pire que Sarkozy. Ce n'est malheureusement même pas sûr, parce que ce que Hollande fera ne dépendra pas de lui, mais dépendra de la crise, ou plus exactement de ce qu'exigera de lui le grand patronat en cas d'aggravation de la crise. Alors il faut que Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, une fraction au moins de l'électorat ouvrier ne lui fait aucune confiance. Quant à Mélenchon, il attirera un certain nombre d'électeurs de l'électorat populaire, critiques vis-à-vis de Hollande. Mais Mélenchon ne se présente pas sur la base d'un programme de lutte pour les travailleurs, pas sur la base du programme tel que je viens de l'évoquer.
À bien plus forte raison, il ne se présente pas comme un candidat communiste, car même s'il est soutenu par le Parti communiste, il ne l'est pas lui-même. Il défend la perspective d'un gouvernement de gauche qui soit meilleur, plus préoccupé des classes populaires que les versions précédentes. Pour lui, la seule voie du changement, c'est changer de gouvernement, et son modèle, en l'espèce, c'est le gouvernement de Mitterrand. Autant dire que les voix qui se porteront sur son nom n'auront pas du tout la même signification que celles qui se porteront sur ma candidature. Je serai la seule à ne pas dire « votez pour moi, je ferai ceci ou je ferai cela et tout ira mieux ». Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est exprimer son écœurement devant ces alternances électorales où même quand cela change à la tête de l'État, rien ne change pour la majorité de la population. Mais c'est montrer que l'écœurement n'est pas celui des milieux réactionnaires, des ennemis de la classe ouvrière, et qu'il est, au contraire, celui des classes laborieuses. C'est la façon la plus claire de montrer son opposition à l'extrême droite. Voter pour ma candidature, c'est approuver les objectifs qu'il est nécessaire d'imposer au grand patronat et au gouvernement, quelle que soit l'étiquette de la future majorité, c'est contribuer à populariser ces objectifs afin qu'ils deviennent ceux des luttes de demain. Et voter pour ma candidature, c'est aider à démontrer que le courant communiste continue à exister et à proposer une politique face aux différentes variantes de la politique de la bourgeoisie. Alors, travailleuses, travailleurs, camarades, la campagne électorale qui commence n'est qu'un des moments de la vie politique, qu'une des occasions pour faire ce que nous faisons en permanence dans notre classe sociale, défendre nos idées, défendre une politique communiste. Mais cette occasion, il faut la saisir avec d'autant plus de détermination que la crise de l'économie capitaliste montre que cette organisation sociale est condamnée et qu'il faut la renverser. Ces idées semblent aujourd'hui minoritaires. Après des décennies de trahison ou de passage dans le camp des possédants des grands partis qui, dans le passé, plus ou moins lointain, ont incarné le socialisme puis le communisme. Mais c'est la situation elle-même, la crise du capitalisme, qui poussera vers la révolte une nouvelle génération d'exploités. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes pour transmettre les idées communistes et l'expérience d'un siècle et demi de lutte de la classe ouvrière contre le capitalisme. Alors, tous ceux qui sont prêts à s'associer à nous, à cette activité, pendant la campagne électorale, et qui sont prêts à nous aider, sont les bienvenus. Et puis, une fois l'élection terminée et les urnes rangées, il faut que le programme que nous avons défendu pendant la campagne électorale continue de l'être. Il faut que naisse un parti
capable de proposer aux travailleurs une politique qui réponde à l'offensive de la bourgeoisie du point de vue des intérêts de la classe ouvrière. Et seul peut y répondre un parti qui fait confiance à la classe ouvrière, confiance à ses luttes, et qui ne craint pas que ces luttes mettent en cause la domination de la bourgeoisie et des grands groupes capitalistes sur l'économie, et qui, au contraire, se situe clairement dans cette perspective-là. Le Parti communiste révolutionnaire n'existera que lorsqu'il sera rejoint par plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'hommes prêts à se consacrer à la transformation de la société. Il n'existera vraiment que lorsqu'il pourra être présent et actif dans tous les domaines de la vie sociale. Dans les entreprises d'abord, parce que c'est là que se mène jour après jour cette lutte de classe, et parce que c'est là que se décidera l'issue du combat entre les deux classes sociales. Mais il faut aussi que ce parti soit présent partout ailleurs, dans les quartiers populaires, dans les écoles où se forme la jeunesse, dans tous les domaines qui touchent la vie des travailleurs. Nous sommes encore loin de cette situation, mais c'est cette présence de militants communistes qui peut aussi prendre le contre-pied de l'extrême droite et des forces réactionnaires de tous ordres qui essayent de capter à leur profit le mécontentement et la colère que la crise du capitalisme ne manquera pas de susciter. Alors, camarades et amis, en nous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées et de ces objectifs qui seront décisifs en cas de remontée des luttes. Alors votez et faites voter pour ma candidature, et une fois l'élection terminée, continuons ensemble ce combat. Eh bien, camarades, pour ce premier grand meeting, nous étions 1800. Eh bien, en avril, on essaiera de faire beaucoup mieux. Eh bien, en attendant, rentrez bien, essayez de nous aider, prenez contact avec nos camarades aux tables de presse. Et puis, bien sûr, on ne peut pas terminer ce meeting sans chanter le chant des travailleurs du monde entier, l'Internationale. Debout les damnés de la terre, debout les forts